Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par Miroir Social en partenariat avec les cabinets Stimulus et Équilibre. Et donc, sur le sujet des référents harcèlement et des modalités de la convergence entre les référents des CSE et les référents des directions, désignés par les directions. Donc, on a 1h15. Donc, vous êtes nombreux à être connectés ce matin. Donc, n'hésitez pas donc, à interagir avec le chat ou alors les questions. Comme vous voulez, les deux seront traités. Donc le chat, on va dire, c'est à la bonne franquette, et les questions, c'est de façon un peu plus structurée, mais on suivra tout autant les deux. Et les questions, vous pouvez noter, notamment les faire remonter dans le ranking des questions les plus intéressantes. Donc n'hésitez pas. On a rajouté un petit sondage, enfin en 3 volets. Donc n'hésitez pas dès maintenant à y répondre, et quand ça sera un peu consolidé, on y fera référence. Donc là, 3 questions, c'est y a-t-il un référent dans votre CSE qui a été désigné? Y a-t-il un référent harcèlement qui a été désigné au niveau de la direction? Et in fine, combien a-t-il eu de signalements ou d'enquêtes alors j'ai pas signifié dans la période, mais on va dire dans les 12 derniers mois, enfin voilà. Et s'il y en a eu, voilà. Donc n'hésitez pas à remplir ça. On y fera mention. Donc merci à Équilibre, à Stimulus de porter cette rencontre, et merci donc à nos deux intervenantes, Sonia Paco. Donc vous êtes responsable fédéral à la non, vous êtes responsable régional au niveau de la CFDT Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement en charge de toutes les problématiques égalité hommes-femmes et sur les agissements sexistes sur les lieux de travail. Et vous portez un peu toute la campagne de mobilisation de la Confédération sur ce sujet-là. Et ça intègre bien entendu les référents dans votre démarche. Merci à vous. Laetitia Craria, est-ce que vous m'entendez? Laetitia. Moi, je vous entends. Voilà, parfait. Alors, Laetitia, malheureusement, Laetitia a des problèmes de réseau, et donc oui. Peut-être qu'on aura la chance de vous voir peut-être pendant le live, mais en attendant, oui, j'activerai. On vous entend, et c'est bon, c'est déjà bien de vous entendre. Donc merci à vous. Donc vous êtes référente, vous, au niveau CSE d'un CSE de Bosch, et vous êtes délégué CFE-CGC, et donc là vous êtes référente, vous, référente harcèlement au niveau d'un des sites de Bosch France. Merci à vous. Donc moi je suis Rodolphe Ellerlé, je suis le rédacteur en chef de Miroir Social, et donc je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée, enfin 7h15. Voilà, donc ça fait le MeToo a commencé, le mouvement MeToo a commencé il y a 3 ans. Il s'est enchaîné avec le mouvement Balance ton port en France. Il y a 2 ans, la loi a introduit la notion de référent harcèlement. C'est peut-être l'occasion de voir un peu où on en est, dans quelle mesure il y a eu une libération de la parole sur les violences sexuelles, les agissements sexistes sur le travail, et plus globalement sur les phénomènes de harcèlement. Donc ça va être un peu le sujet de notre rencontre, qui va se faire sur deux niveaux. Le premier, c'est justement la libération de la parole. Où on en est? Est-ce que ça a vraiment libéré la parole? Parce que le côté médiatique, c'est peut-être que l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, et dans quelle mesure il en reste un paquet en dessous. Et le deuxième volet, c'est une fois qu'on en a parlé, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et on va s'intéresser au traitement, l'enquête notamment, l'enquête paritaire qui peut être interne, enfin quand elle est interne, elle est souvent paritaire, ou alors externalisée. On verra ça aussi avec Équilibre et Stimulus. Donc on va commencer peut-être avec une introduction par vous, Karine et Christophe. Vous représentez 2 cabinets au sein d'un même groupe, donc si on pouvait commencer par vous nous présenter Équilibre et Stimulus respectivement, et comment vous travaillez ensemble sur ce sujet de la prévention du harcèlement. Karine, peut-être? Écoutez, bonjour à tous et à toutes, et puis excellente année 2021. Donc effectivement, Équilibre et Stimulus font partie du même groupe qui s'appelle Human and Work. Équilibre est spécialisé sur l'égalité au travail, donc qui recoupe
l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, les stéréotypes et les violences sexistes et sexuelles. Et Stimulus a pour cœur de métier la santé au travail et la prévention des risques psychosociaux. Donc en fait, sur le sujet des harcèlements et des violences, nos activités se recoupent. Alors on aurait pu choisir d'être concurrents, voilà, au sein du groupe. On a choisi, et c'est quand même plus agréable, d'être complémentaires. Ce qui veut dire que quand on intervient, et vous le verrez peut-être au fil de nos discussions, que ce soit au niveau des formations, des enquêtes, de la mise en place de chaînes de traitement, en fait, on intervient toujours en mêlant deux sujets du fait de nos complémentarités, qui sont le traitement de la situation et le soutien des personnes. Ça veut dire que notre approche fait qu'on peut adresser des sujets socioculturels, juridiques, organisationnels et individuels au sens psychologique, émotionnel, etc. Voilà ce qui fait notre complémentarité sur ces thématiques. Christophe? Oui, je ne vais pas rajouter d'éléments particuliers par rapport à ce que vient de dire Karine, mais peut-être juste pour lancer aussi les échanges, c'est de se dire que par rapport au constat qu'on a pu faire depuis, on va dire, une dizaine d'années et constat qui s'est accéléré ces 5 dernières années, on constate véritablement une modification fondamentale, une modification sociétale sur ces questions. Et on voit bien que même si on étend le sujet aux questions de santé au travail, si à une époque on pouvait accepter de prendre des risques en venant au travail, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. On ne peut plus, dans n'importe quelle situation, prendre un risque quand on vient au travail. Et bien sûr, quand on parle de harcèlement, de violence sexiste, de violence tout court au travail, la question est bien évidemment mise en avant de manière très claire. Et à ce titre, c'est extrêmement important pour nous de voir qu'on a, par rapport à cette évolution sociétale, un arsenal législatif qui s'est construit petit à petit et qui fait qu'aujourd'hui, on a des pouvoirs publics de plus en plus vigilants par rapport à ces situations. Alors, certes, il y a MeToo, certes, il y a tous ces courants, mais on a quand même derrière toute une construction législative et judiciaire qui s'est construite sur ce fondement sociétal. Et derrière, on voit aussi des entreprises et toute la technostructure des entreprises qui aussi se dit je dois aussi prendre en considération les impacts de ces situations. Et pour nous, c'est un point majeur que d'arriver à sensibiliser les entreprises sur le fait qu'on ne peut pas laisser les gens dans la souffrance et on ne peut pas laisser les situations perdurer pour les personnes, bien évidemment, comme disait Karine, mais bien aussi par rapport à la situation en soi. Il faut trouver des solutions à ces situations qui sont inacceptables. Entendu. Mais je reviens à la question liminaire. Là, c'est dans quelle mesure, pour vous, notez, vous, de votre fenêtre, une augmentation, voire une augmentation des signalements. Les référents, normalement, ils sont nommés. Il faudra regarder sur le sondage. Dans quelle mesure ils sont sollicités. Et, en termes de volumétrie, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a une réelle augmentation de cette libération de la parole ou alors on en est vraiment très loin? On constate. Alors, on n'a pas d'éléments statistiques précis puisqu'on le constate au niveau du cabinet. Après, sur le plan purement judiciaire, on voit qu'il y a une meilleure prise en considération de ces situations délictuelles, mais on n'a pas de données statistiques formelles. Par contre, il est vrai que depuis 5 ans, on voit une explosion des signalements, qui pour une grande partie sont des signalements qui ont une nature portée par quelque chose qui est matériel. On n'est pas sur du signalement farfelu. On est véritablement sur quelque chose qui est matériel, qui ne se qualifie pas toujours par une situation de harcèlement, de violence sexiste, mais néanmoins, on a un mal-être manifeste qui doit être traité. Et effectivement, là, Karine ou Sonia pourraient certainement apporter leur point de vue, mais on a une augmentation assez forte depuis ces 5 dernières années. Ouais. Karine, oui. Ouais, moi, si vous voulez, je peux compléter effectivement par rapport à ce qu'on peut nous observer en entreprise. Alors, l'explosion aussi des signalements vient certainement du fait que tout le travail de sensibilisation en entreprise permettant
de faire en sorte que les collaborateurs sachent repérer davantage les violences sexistes et sexuelles, ça doit jouer. Cela dit, moi je dirais que même si ces phénomènes sont davantage reconnus, moins tabous qu'auparavant, moi je trouve qu'en termes de prise en charge des situations, même si les signalements augmentent, on est quand même face à un certain nombre d'obstacles qu'il faut continuer à lever, hein. Et on est un peu là pour ça aujourd'hui dans le cadre de notre discussion. Moi, les obstacles principaux que je vois perdurer en entreprise, c'est déjà la persistance de la loi du silence. Ça veut dire que globalement, on continue à avoir des victimes présumées qui ont peur de parler et des témoins aussi. On continue à avoir en termes d'obstacles le fait que souvent le coût de la renonciation est moins élevé que celui de la dénonciation. C'est-à-dire que souvent encore, malheureusement, la dénonciation des faits peut se résoudre au détriment de la personne victime. Et dernier point qui est un élément de blocage, c'est quand même le sentiment d'impunité. C'est-à-dire que voilà, les choses évoluent hein, et on est là pour ça tous ensemble, mais encore dans de nombreuses situations, les auteurs ne sont pas forcément mis en face de leurs conséquences, des conséquences de leurs actes, et les sanctions ne sont pas forcément non plus systématiquement posées par rapport aux auteurs des faits. Donc même aujourd'hui, les sujets des violences sexistes et sexuelles sont plus tabous. Et vous parliez de MeToo. Ce qu'a produit MeToo, c'est qu'on est passé d'une conception, il y a quelques années, on considérait que ces sujets-là étaient de l'ordre du dysfonctionnement entre deux individus. On est passé à la compréhension du fait que c'est une maladie sociale, un dysfonctionnement de notre système. Donc déjà, ça c'est bien, c'est-à-dire que MeToo a permis de révéler cette maladie sociale et de lever un tabou. Mais en termes de traitement, on est encore dans un certain nombre de difficultés voilà, qu'il va falloir lever dans le cadre de ce qu'on peut mettre en place en entreprise, que ce soit aussi bien du côté partenaires sociaux que du côté direction. C'est enfin un paquet de freins hein, à lever. Hein. Ouais, le chemin est long, mais au moins on commence à cheminer, c'est déjà pas mal. Hein. Ok. Moi, avant de passer dans la pour rester de façon globale encore, on parlait de traitement. Quid du traitement médiatique? On a vu récemment, par exemple, des entreprises qui ont été mises sur le grille médiatique. Par exemple, je veux parler d'Ubisoft, avec des enquêtes fouillées, notamment là, en l'occurrence, de Libération sur ce qui se passait chez Ubisoft. Dans quelle mesure le traitement médiatique, la médiatisation des cas, pour vous, c'est bon, ou alors ça peut se traduire par des effets collatéraux peut-être pour les personnes. Enfin, dans quelle mesure ça comporte des biais, la médiatisation des affaires de harcèlement? Oui, alors, bon, je ne parlerai pas des sociétés que vous avez citées, parce que pour certaines d'entre elles, on est acteur dans les enquêtes internes. Mais globalement, la médiatisation a pour objectif de faire prendre conscience à des gens qui n'en avaient pas forcément envie de voir que le fait de ne pas prendre en considération ces phénomènes extrêmement préjudiciables pour les personnes va entraîner un impact aussi sur l'entreprise et ses parties prenantes. Et c'est véritablement important de faire prendre conscience à l'ensemble des managers et des dirigeants que ne rien faire, ça entraîne des conséquences humaines et sociales évidentes, on en a parlé, des conséquences juridiques et judiciaires non négligeables, hein, passer 48 heures ou même 24 heures ou même 6 heures en garde à vue, c'est assez pour un dirigeant, je vous garantis que c'est quelque chose de compliqué. Et 3, on a le retentissement médiatique, qui est celui que vous venez d'évoquer, qui est extrêmement préjudiciable à une entreprise qui ne veut rien faire. Donc, bien évidemment, ça pousse à agir. Et pour le coup, il faut là aussi toute raison garder, parce que l'action ne doit pas, l'action et la nécessité d'action rapide dans cette situation ne doit pas entraîner de réactions précipitées, non contenues et non analysées. Parce que tout signalement n'est pas une situation dramatique, et il faut aussi avoir en ligne de mire la protection des personnes et bien évidemment de toutes les personnes.
Entendu. Merci Christophe. Karine, pour rentrer dans le vif de notre sujet qui est celui des référents, le rôle qu'ils ont, même si la prévention et les actions ne se limitent pas à celle des référents, mais ce sont des pivots, de nouveaux pivots. Vous prenez une formation commune entre les référents des CSE et les référents des directions. Formation commune, enfin avoir un socle commun, mais pour autant, quelles sont les spécificités des rôles quand même? Dans quelle mesure il y a quand même des différences? Il ne faut pas confondre. Oui. Alors, effectivement, nous, quand on intervient, on milite pour que les référents employeurs et CSE puissent être formés ensemble et on milite également pour pouvoir intégrer, en général, les membres du CSE également, qu'ils aient au moins conscience et connaissance du rôle des référents. Pourquoi on fait ça? Parce que moi, je pense qu'il est hyper important que ces deux référents, même s'ils peuvent être pensés d'une façon un peu ambivalente, direction et CSE, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils aient une bonne compréhension de leur rôle commun. Et de la délimitation de leur rôle pour qu'ils puissent travailler d'une façon sereine et efficace. Donc, on travaille bien évidemment sur la compréhension du fait qu'ils sont un des maillons de la chaîne de traitement et l'angoisse, en tout cas, ou les inquiétudes des référents, souvent dans le cadre de formation, c'est d'être face à une délimitation du rôle qui n'est pas claire ou face à des responsabilités qui leur semblent démesurées. Parce que des fois, il y a des directions et des entreprises qui ne cadrent pas suffisamment bien cette chaîne de traitement et cette chaîne de responsabilité qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'où commence et où s'arrête le rôle des référents. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre où est-ce qu'ils se situent dans la chaîne de traitement, et ils sont un maillon de la chaîne de traitement, et où est-ce qu'ils se situent par rapport à la cartographie des acteurs qui doivent agir sur le sujet. Ils sont un acteur parmi tant d'autres. Le travail, après, c'est bien de préciser ensemble qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Cela étant dit, ce dont on se rend compte quand on travaille ensemble, c'est que le rôle du référent, ça reste un maillon essentiel. C'est-à-dire que auparavant, et quand on regardait les chiffres, avant qu'il n'y ait des référents, on a un certain nombre de chiffres qui nous montraient que 70% des personnes victimes, mais réellement victimes de harcèlement ou de violence, n'allaient jamais faire toc, 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 bonjour monsieur, madame la DRH, bonjour monsieur, madame la direction, j'ai un problème de harcèlement, je suis harcelée. C'est-à-dire qu'il y avait une difficulté à aller parler de ces situations-là à des personnes qui étaient en capacité de traiter. Et aujourd'hui, ce que propose le niveau référent, c'est bien cette espèce de cordon sanitaire de SAS où une personne, en toute confidentialité, peut aller livrer une situation, demander un éclairage sur une situation et être orientée sur la façon dont elle peut le traiter. Et ça, pour moi, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vécu sur le traitement de ces sujets-là, ce positionnement, il est essentiel et il permet de dénouer un certain nombre de situations, en tout cas, de convaincre des personnes de rentrer dans la chaîne de traitement. Après, il ne faut pas se mentir, même si on a envie que les référents employeurs et CSE travaillent ensemble, fassent une espèce d'équipe commune, il y a à un moment un décalage entre le rôle de l'un et de l'autre. Alors, ce décalage-là, il est induit par le fait qu'à partir du moment où l'employeur va choisir pour référent quelqu'un qui est dans la fonction RH ou quelqu'un qui a un rôle de management, d'encadrement, il va y avoir un décrochage entre les deux rôles. Pourquoi? Parce que un collaborateur ou une collaboratrice en entreprise qui a un rôle de RH ou un rôle de management ne peut, du fait de sa position dans l'entreprise et de la représentation qu'il a par rapport à son employeur, ne peut pas, face au signalement d'une situation de harcèlement ou de violence présumée, rester inactif. C'est-à-dire qu'un référent employeur RH ou manager, si quelqu'un vient lui apporter une situation de harcèlement, il est, on va dire, de par sa fonction, obligé de démarrer une chaîne de traitement. Ce qui n'est pas le cas d'un référent CSE qui peut, avec la personne, décider ou non d'amorcer le traitement et d'amorcer le signalement de la situation auprès de l'entreprise. Donc ça, c'est une grande différence qui est prise en compte quand on réfléchit en formation dans la mise en place de procédures sur le rôle de l'un et de l'autre et comment on communique l'un avec l'autre.
Ouais, une nuance de taille, merci de cette précision. Il y a des questions, moi je les garde sous le coude, on les posera ultérieurement une fois, enfin voilà. Le sondage pour information quand même, donc 88%, dans 88% des cas, il y a un référent harcèlement du côté du CSE. Dans 71% des cas, il y a un référent harcèlement du côté de la direction. Dans 57% des cas, il n'y a rien qui a été signalé, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu aucun signalement. Et entre 1 et 3 signalements, il y en a pour 35% des cas. Voilà. Et plus de 3 signalements, 8% des cas. Voilà pour information. Son sondage non représentatif, je vous le confirme. Voilà. Laetitia Craria, vous êtes référente harcèlement dans un des CSE du groupe Bosch France. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et donc vous avez fait une formation commune avec les référents de la direction et originalité un peu de la pratique chez Bosch, à confirmer peut-être avec Sonia et les autres intervenantes et intervenants, mais vous avez co-construit 2 guides entre les référents direction et référents harcèlement, au-delà de votre formation commune. Un guide destiné à l'ensemble des salariés pour un peu le guide pratique pour signaler comment le faire, dans quel cadre. Prévention, voilà. expliquer ce qu'est un harcèlement, parce que tout le monde ne sait pas forcément, harcèlement moral, harcèlement sexuel, les risques, enfin, c'est vraiment un guide de prévention pour tous les salariés, puisque les salariés tout le monde est concerné, hein. Pas que les élus et la direction, je pense. Entendu. Je vous laisse continuer. Vous avez fait également un guide là dédié aux référents harcèlement, guide pratique méthodologique sur la méthode d'enquête. Donc, je vous laisse. C'est intéressant cette approche. Et pendant que vous allez intervenir, moi, ça, c'est vraiment très sympa de la part de Bosch, très dans la logique du partage. Je vais mettre des liens dans le chat vers les 2 ressources dont je viens de parler qui vont être en accès libre. Et je pense que ça peut servir à pas mal de monde de s'inspirer de ce que vous avez fait. Donc, Laetitia, je vous laisse un peu nous raconter un peu cette coproduction. Est-ce que vous en avez tiré de cette coproduction? D'accord. Bon, je ne vais pas activer la caméra parce que j'ai peur de perdre le contact. Donc effectivement, fin 2019, on a eu une formation commune déjà. Donc comme préconisait Karine, entre la direction et les référents, ce qui nous a permis d'échanger des points de vue différents, puisqu'on n'a pas forcément la même façon de voir les choses côté direction et côté élu. Et donc ensuite, au cours du premier trimestre 2020, on a commencé à faire des réunions toujours avec les mêmes acteurs pour élaborer ces 2 guides. Donc d'une part le guide de prévention des risques harcèlement, donc à la fois moraux et sexuels, harcèlement moral et sexuel, et pour sensibiliser tous les salariés. Et ce guide a été mis en ligne sur l'intranet de façon à être accessible à tous. Il a été diffusé. Et ensuite, on a mis aussi, on a élaboré un guide plutôt pour les référents pour nous aider à enquêter et savoir comment mener une enquête. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour tout le monde, et en plus, c'est des sujets très sensibles. Donc c'est une aide pour nous les enquêteurs. Ouais, je viens de les mettre en ligne. Voilà. Merci à vous encore. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté? Parce que là, par exemple, quand vous me parliez sur la formation commune que vous avez faite, en soi, ça avait été l'occasion de faire, par exemple, vous faire mettre le doigt sur le fait que, par exemple, il y a des élus qui n'étaient pas forcément au fait sensibles, ou n'étaient pas forcément enclins à reconnaître le fait que ça pouvait arriver chez Bosch. C'est bien ça ou j'ai Oui, il y a plusieurs exemples. Après, c'est pas le fait d'être élu ou côté direction, c'est qu'il y a effectivement des personnes qui ne pensaient pas que dans le groupe Bosch, on pouvait avoir des cas de harcèlement. Mais ça, c'est des choses qu'on entend un peu partout. J'ai l'impression des fois que les gens se voilent la face, disent non, c'est pas chez nous. C'est pas possible.
Et puis en fait, si. Donc ça a libéré un petit peu les paroles, parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues en disant si, moi j'ai subi, alors pas forcément du harcèlement, mais des propos sexistes qui peuvent paraître anodins, mais pour certains, mais pour d'autres, qui peuvent les toucher et les gêner. Et ils l'ont pas forcément dit à ce moment-là, et ça permet aussi, je pense, à tous de prendre conscience et de faire prendre conscience aussi aux autres salariés que peut-être qu'un collègue qui va dire quelque chose qui paraît anodin, lui dire tu sais là, attention, tu franchis la ligne. Tout à fait. Est-ce que la nuance dont parlait Karine sur votre référent harcèlement, si je ne me trompe pas, sur le site, c'est le directeur des relations sociales ou le directeur des ressources humaines, c'est ça, hein? Non, c'est le HRS, donc c'est le responsable des ressources humaines sur site, ouais. Pour mon site, mais après, je sais que pour d'autres sites, c'est pas forcément une personne des ressources humaines. Ça peut être, je sais que dans un autre site, c'est la secrétaire du directeur du site, par exemple, qui fait partie de la direction, mais qui n'est pas ressources humaines. Ok. Et vous le sentez, cette différence de rôle que vous allez avoir à un moment dans le cadre d'une enquête, d'un signalement Oui, parce que comme l'expliquait Karine, je pense que effectivement, côté direction, ils sont obligés de mettre en place des actions, on va dire assez immédiatement, pour préserver la santé et la sécurité, alors que de mon côté, j'ai plus l'impression que nous, on va être là pour orienter, écouter, et même si le référent direction également, mais il a un rôle peut-être supplémentaire, effectivement, que nous n'avons pas. Et ce qui va peut-être permettre aux salariés de peut-être plus facilement venir toquer à notre porte plutôt qu'à celle de la direction. Effectivement, je pense que c'est un frein. Les gens n'osent pas, ont peur. Surtout que c'est un sujet particulièrement sensible. Parce qu'on l'a abordé. Enfin, là, dans le sondage, il est dit que en fait, vous faites partie des 55%. Où il n'y a pas, pour l'instant, pas eu de signalement. C'est ça, hein? Sur le site. Sur votre site. Ouais, ou alors sur l'ensemble des sites. Je sais qu'il y en a eu dans d'autres sites, oui. D'accord, oui. Ok. Mais sur votre site, aucun? Pour l'instant, aucun. Ok. Mais simplement le cas d'une personne qui est venue vous voir, mais qui n'a pas souhaité que ça aille plus loin. On a effectivement, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent pour avoir des informations dans un premier temps, mais qui ne veulent pas que ce soit officiel. Donc c'est là la difficulté après de comment on fait, parce qu'il y a un système de confiance aussi qui s'établit avec le salarié. Si le salarié ne veut pas, donc après c'est à nous je pense de les orienter, de leur expliquer que si on va pas, si on le déclare pas officiellement, si on fait pas cette démarche-là, la situation va être de pire en pire et ne va pas s'arranger. Mais c'est toujours difficile. C'est notre rôle d'expliquer les moyens qu'ils ont pour signaler et comment on peut les aider. Entendu. Par rapport, donc, est-ce que par rapport s'il y avait au niveau de votre process interne, par exemple, s'il y a un signalement qui est fait auprès de auprès du responsable des ressources humaines de votre site, avec une enquête qui est lancée, forcément vous êtes dans la boucle? Oui, je pense que sauf si le salarié ne veut pas que je sois dans la boucle, mais je pense que oui, on mènera l'enquête en binôme. Oui, tout à fait. D'accord, entendu. Alors, comme vous l'avez souligné, comme Karine l'avait souligné, vous constatez quand même une frilosité à s'exprimer, une frilosité à témoigner sur de potentiels, des agissements ou de potentielles dérives en matière de harcèlement. Et par rapport, donc vous avez une démarche QVT qui est assez engagée du côté de Bosch. Et dans le cadre de cette démarche, vous êtes en train de mettre en place un réseau vous appelez on va dire de bienveilleurs. Bienveilleurs et médiateurs, oui, tout à fait. Alors comment ça s'inscrit? Est-ce qu'il y a une articulation avec la prévention du harcèlement? Comment ça s'articule?
C'est un peu encore mis en place, ouais. Oui, c'est pas encore mis en place pour l'instant. Je dois dire que c'était une idée qui a été, l'appel à candidature entre guillemets a été lancé début 2020. Donc vous pensez bien qu'avec le Covid, ça a un peu ralenti le processus pour mettre en place ces bienveilleurs et ces médiateurs. Mais effectivement, c'est un peu plus large que le harcèlement et les agissements sexistes. Ça peut être pour gérer des conflits, ça peut être du harcèlement moral. Donc le bienveilleur est plus un préventeur de conflits. Et donc la direction a fait appel à tous les salariés. En fait, il y a une note et un courrier qui a été envoyé à tous les salariés pour appeler à candidature pour les gens qui souhaiteraient devenir des bienveilleurs et également des médiateurs. Donc le bienveilleur, c'est plus un ambassadeur de la médiation qui peut effectivement dénoncer des conflits, qui peut effectivement avoir un petit peu le même rôle que les référents, c'est-à-dire qu'un salarié peut très bien décider d'aller voir un bienveilleur plutôt qu'un référent. D'ailleurs, un salarié peut aller voir... oui, c'est le réseau en tout cas. Et ce qui est prévu, c'est d'élargir ce système et d'avoir le plus de gens possible, sachant qu'un bienveilleur peut ne pas être un élu, donc ça peut être un salarié lambda, et ça peut aussi favoriser peut-être les salariés à venir, parce que l'étiquette direction fait peur, mais l'étiquette élu peut aussi faire peur, en tout cas empêcher les gens de venir nous voir. Je sais pas, je me dis que peut-être ça peut être un frein. D'accord. Parce que les sensibilités sont pas les mêmes, et peut-être que d'aller voir un salarié qui n'a qui n'est ni élu ni représentant de la direction, c'est peut-être plus facile. Donc on va dire que c'est un canal supplémentaire et qui peut aider encore une fois les salariés. Ok, c'est un premier étage. Merci Laetitia. Karine, peut-être là-dessus sur l'articulation avec la médiation, enfin, vous la voyez comment, vous Alors, moi je trouve qu'effectivement, hein, ce que rapporte Laetitia est intéressant et je parlais tout à l'heure du cordon sanitaire, hein, que représentent les référents, mais plus on multiplie les portes d'entrée au sein de l'entreprise, donc plus on peut identifier des personnes, en tout cas avec lesquelles les collaborateurs puissent parler en toute confidentialité pour voir clair sur ce qui se passe et être informés, et ensuite se donner la capacité d'agir ou de ne pas agir. Je trouve ça de toute façon très efficace et ça me semble intéressant. Après, au-delà de ça, en tout cas, la multiplication des portes d'entrée, ce qui me semble en tout cas aussi efficace et ce qui est une condition de la mise en place d'une confiance au sein de l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'on ait un portage quand même politique hyper clair sur le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on considère que ce sujet-là n'est pas juste un sujet à la mode, pas juste un sujet ou une lubie de la DRH parce que c'est une femme, mais qu'on considère et que la direction générale se positionne clairement sur ce type de comportement est interdit au sein de l'entreprise, etc., pour que les gens se sentent légitimes en interne pour un moment pouvoir en parler aux personnes qui ont été identifiées. Parce qu'on peut mettre tous les réseaux possibles et inimaginables en place, si les gens ne pensent pas qu'ils sont autorisés à parler de ces sujets-là, ça peut, rendre les choses plus difficiles. Donc, portage politique, plein de portes d'entrée différentes, des procédures hyper claires, explicites, etc., pour que les personnes sachent globalement, si elles décident de signaler, à quoi ça va les engager, quelles personnes elles vont rencontrer, quid de la confidentialité, de l'anonymat, etc. Donc, des procédures hyper claires. Et puis surtout, rappeler et réexpliquer, parce que moi, je me rends compte qu'en entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas très partagé, pas très connu. Rappeler ce qu'il en est en termes d'immunité disciplinaire pour les personnes qui souhaitent dénoncer des faits de harcèlement et de violence. Et que ces personnes-là, qu'elles soient victimes présumées ou témoins. Donc, rappeler que ces personnes-là sont protégées même si au final les faits dénoncés ne sont pas avérés. Parce qu'on n'est pas censé en tant qu'individu pouvoir préqualifier des situations, mais qu'on peut dénoncer ces faits-là, même si au final ils ne sont pas avérés. Et la seule chose qui puisse nous arriver, c'est de ne pas être protégé d'une façon disciplinaire si, quand on dénonce les faits, on sait qu'on commet un mensonge, en tout cas qu'on dit des choses fausses. Donc ça arrive quand même rarement. Donc la protection disciplinaire, c'est quelque chose qui est important dans ces mécanismes-là et qu'il faut davantage expliciter, je pense.
Entendu. Merci. Sonia Paco, donc vous êtes en charge au niveau de la CFDT Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes, des problématiques notamment d'égalité hommes-femmes et avec le volet prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes sur le lieu de travail. Donc c'est un engagement fort de la Confédération au sens large, CFDT sur le sujet. Donc pour vous, dans quelle mesure vous appréhendez de façon globale, vous n'êtes pas référente, mais vous avez une vue globale sur la volonté d'appeler à candidature des militantes et militants CFDT pour prendre des mandats de référents, etc. Vous avez une vision globale sur votre périmètre. Dans quelle mesure vous constatez une réelle appétence de vos militants à prendre des mandats de référents, et dans quelle mesure c'est de la même chose du côté des directions? Ça donne quoi la cartographie de votre côté? Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis en charge de ce dossier sur la région. Je suis aussi référente sur les violences sexistes et sexuelles au travail, mais y compris en interne. C'est-à-dire que si on a des militants ou militantes qui pourraient vivre dans les structures syndicales ou auprès de leur collectif syndical ces questions-là, parce que faut pas se leurrer, tous les collectifs sont amenés à pouvoir être confrontés à cette situation-là. Je suis aussi personne ressource avec une procédure et une charte qu'on a signée dans nos structures. Et je fais aussi partie de la confédération confédérale, la commission confédérale des femmes, qui initie aussi la politique CFDT autour de ces sujets-là. Donc, simplement, donc nous, on a un engagement très fort depuis plusieurs années sur cette lutte-là, notamment au titre de Lega Pro. Je voudrais revenir en 2 mots sur le contexte quand même, parce qu'effectivement, je rejoins ce qui a été dit par Karine. Il faudrait pas... alors oui, on a des nouveaux outils. Oui, il y a eu MeToo, mais non, la situation ne se suffit pas en soi pour qu'on puisse avoir vraiment des accompagnements efficients et une libération de la parole. Ceci pour deux raisons. Enfin, nous, on le constate sur le terrain et on a des chiffres. Aujourd'hui, les victimes encore de ce type d'agissement ne sont pas toujours en capacité d'aller voir l'interne, quel qu'il soit, pour pouvoir signaler ces faits-là. Parfois, préfèrent se tourner vers des associations extérieures parce que effectivement, elles ne se sentent pas sécurisées pour pouvoir accéder à un accompagnement en interne. Alors, voilà, il faut être assez réaliste sur l'état de la situation aujourd'hui dans les entreprises, sachant qu'en fonction aussi de la taille des entreprises, des secteurs d'activité, de la composition du collectif, on a des situations extrêmement variées. On a des secteurs professionnels où il est plus aisé d'aborder cette question-là, d'autres secteurs où c'est plus difficile, et ça, il faut en avoir conscience quand les équipes, effectivement, sont amenées à prendre possession du sujet. Pour le coup, la question de cette nouvelle fonction de référent, pour nous, on l'a encouragée, et c'est vraiment un acteur qui est essentiel dans cette lutte-là. On a à la fois développé un certain nombre d'outils, et alors à la fois en termes de formation et de sensibilisation pour les référents de CSE, mais aussi pour les collectifs, parce qu'il y a une double approche à avoir. On est à la fois sur un accompagnement collectif dans l'entreprise, parce qu'il y a parfois des cultures profondément sexistes qui ne permettent pas de libérer la parole. Donc, il est important de travailler collectivement sur les représentations, sur les stéréotypes et sur la qualification des agissements pour éviter la confusion et ne pas penser que sous prétexte d'humour ou parce que ça serait culturel, banaliser un certain nombre d'agissements. Donc là, il y a un axe fort à avoir autour de ça. Il y a un axe formation aussi qui est important, y compris du côté des référents CSE, même si les référents CSE au niveau légal bénéficient de la formation des CSE de manière globale, mais c'est loin d'être suffisant. Et effectivement, la formation spécifique sur ces questions-là, elle est importante. Elle est importante parce qu'aussi on n'accueille pas une problématique autour d'un agissement sexiste ou de ce qu'on pourrait assimiler à du harcèlement comme un problème d'heures supplémentaires. On est sur des questions qui sont hautement tabous, avec un enjeu essentiel, et on le voit trop encore actuellement, qui est le risque de mise au placard de la victime. Trop souvent, on perçoit que la résolution
du dit problème se traduit par une mutation de la personne, un changement de service, voire un départ de l'entreprise. Donc ça, il faut absolument que les équipes et les référents aient ça en tête. Et là, l'employeur, à travers effectivement le référent, direction, doit pouvoir avoir amené des garanties autour de cette question-là. Sinon, effectivement, la libération de la parole, elle sera très, très compliquée. La question de la confidentialité est bien évidemment au cœur du sujet. Il doit y avoir des garanties dans les process pour que les personnes puissent pouvoir parler. Et l'ensemble des process et des cadres et du cadrage dans les procédures doivent être intégrés, et nous, on encourage nos collectifs syndicaux à le faire, à la fois dans l'accord de fonctionnement du CSE, qui, quand il a été mis en place, devrait pouvoir dégager des moyens spécifiques pour le référent CSE et un certain nombre de garanties. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les accords égalité professionnelle qui sont des leviers pour pouvoir effectivement prévoir un certain nombre de choses, et puis aussi instaurer dans le règlement intérieur de l'entreprise un certain nombre d'éléments pour pouvoir paramétrer toutes ces questions-là. Donc, il y a des leviers et des prérequis nécessaires. Mais je voudrais revenir sur la question de la sensibilisation des collectifs. Effectivement, le référent CSE, il a une approche propre, mais il doit aussi inviter l'ensemble de son CSE à être dans la même dynamique. Parce que quand à la machine à café, certains salariés peuvent être témoins de blagues sexistes, par exemple, ou de propos comme ça un peu limite, on peut ne pas s'étonner après qu'ils aient du mal à pousser la porte de leurs élus, voire du référent CSE, quand si une situation se produit. Il y a donc un travail collectif pour prévenir et pour créer un climat de confiance qui est essentiel. Nous, on a notamment déployé pour nos équipes syndicales, mais dont doit pouvoir se saisir le référent CSE, des enquêtes flash. Les enquêtes flash, ce sont des enquêtes confédérales qui sont mises en ligne, qui sont anonymes. Ça, c'est extrêmement important, l'anonymat des enquêtes, pour effectivement faire un état des lieux de l'entreprise. Parce que je rebondis sur ce que disait Laetitia quand elle disait « Ah bon, mais certains étaient surpris que même dans le groupe Bosch, on puisse avoir ce type de situation. » Mais pour qu'effectivement, il y a une représentation que ça ne se passe pas chez nous, y compris du côté des employeurs. Donc, pour faire sortir et émerger la réalité et l'état des lieux de ce qui se passe dans la vie d'entreprise, pour nous, l'enquête flash, c'est un outil assez exceptionnel, puisqu'il est anonyme, puisqu'il questionne là où on ne s'est jamais peut-être questionné dans son quotidien de travail, quelle que soit sa fonction, et qui, après, une fois que l'enquête et ses résultats sont connus, doivent être des supports pour travailler sur un vrai plan de prévention et permettre aussi une prise de conscience de chacun au sein de l'entreprise. Sonia, je me permets d'intervenir. Vous avez fait le choix des enquêtes flash sur le harcèlement de les dispenser en face à face et pas en ligne. Alors, c'est mal tombé avec l'histoire du Covid, mais dans quelle mesure vous avez fait le choix de dire c'est en face à face et c'est pas en ligne qu'on va demander? Alors, ouais, on a les deux possibilités. Okay. Ça peut être en ligne parce qu'on a des collectifs de travail qui parfois sont très éclatés. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. On ne peut pas avoir une méthode d'approche qu'on diffuserait dans chacune des entreprises. On a des réalités extrêmement différentes et des leviers, des choses qui ont été négociées dans les modalités de communication qui sont différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, à la fois, elle peut être en ligne, mais à la fois, nous, on privilégie quand c'est possible. Alors, effectivement, avec la situation sanitaire, on a connu un petit coup de frein, quelque chose dans la proximité, parce qu'il faut expliciter le pourquoi de l'enquête, de quoi on parle, garantir la confidentialité, l'anonymat, laisser la possibilité aux personnes de pouvoir remplir tranquillement leur enquête, mettre en place des urnes, que ça soit dans des lieux discrets. Il y a tout un modèle à construire pour effectivement que les personnes, les salariés, puissent accepter de remplir cette enquête, qui après une restitution collective à faire, et il y a une appropriation du CSE à faire, et quelque chose à travailler après avec le référent de direction, mais aussi l'employeur en tant que tel, pour conduire une vraie démarche de prévention et, comme on dit chez nous, afficher la couleur. C'est-à-dire, je rebondis aussi sur ce que disait Karine, il faut que la politique affichée dans l'entreprise, elle soit très claire. C'est pas une vitrine, parce que c'est plutôt coté, mouvement MeToo, etc. Non, ça doit être suivi d'actes. Et il faut qu'on soit très très clair sur la question de ce qui est tolérable dans l'entreprise ou ce qui ne l'est pas. C'est extrêmement important.
Entendu. Sonia, il y a deux questions qui vous concernent, enfin qui concernent ce que vous expliquez. Il y a une personne qui souligne un référent CSE, une référente CSE qui ne rend pas compte dans le cadre de l'instance au motif de la confidentialité, ne rend pas compte des éléments, des situations sur lesquelles elle est saisie. On lui demande pas de lâcher la notion de confidentialité, mais de donner le contexte et ses débats. Elle veut pas donner d'informations. Et la question, c'est de dire comment nous on suit son activité. Enfin, bref, c'est un électron libre. Donc le référent électron libre, comment vous le voyez au niveau du CSE? Et une autre question, et qui là vous y avez répondu, c'est l'articulation dans le cadre d'une approche collective entre le rôle du référent CSE et les missions de la commission SSCT du CSE notamment. Alors, si on se contente d'une action qui serait dévolue exclusivement au référent CSE, on n'est pas prêt de faire progresser les choses dans les entreprises. Ça, c'est évident. Il faut effectivement être très clair sur les fonctions de chacun. Je crois qu'effectivement, la notion de confidentialité et anonymiser les situations, ça me paraît indispensable pour que les personnes se sentent garanties parce qu'il y a la honte, il y a la peur de représailles, il y a un certain nombre de choses. Par contre, si ces éléments-là sont pas partagés par le CSE et éventuellement la commission SSCT, je ne vois pas comment après on peut mettre en mouvement les choses. Il faut bien qu'à un moment donné, le CSE, qui a quand même une responsabilité avec l'employeur sur le fait de faire progresser et de prévenir ces situations-là, puisse avoir une vision précise de ce qui se passe dans la réalité de l'entreprise. Donc, je ne vois pas… c'est pour ça que nous, on a une approche collective. C'est-à-dire que quand on s'adresse à nos équipes et à nos équipes syndicales, effectivement, on s'adresse aux référents, mais pas que. On s'adresse aux élus, mais on s'adresse à la rigueur à tout le collectif. Il faut vraiment que chacun se sente aussi responsable, y compris pour pouvoir témoigner. Si on ne progresse pas sur ces questions-là, comment aussi on aide aussi un collègue, une collègue qui est victime de ça. Donc, pour moi, c'est pas incompatible d'être référent CSE, d'accueillir des situations, d'accompagner individuellement, mais de partager tout en garantissant l'anonymat de la personne des éléments pour que le CSE puisse aussi agir et monter en compétence sur ces questions-là. Il n'y a pas d'incompatibilité. Voilà, je pense que c'est pas incompatible. Et excusez-moi, Rodolphe, la deuxième question, pour le coup, je suis partie. Alors, et c'est moi qui suis lâché là. La deuxième question. Ah oui, c'était. Non, la deuxième question. Alors, j'ai perdu le fil. Moi, j'ai perdu le fil. Peut-être que j'ai une expérience parce que on a quand même peu de retour d'expérience actuellement. Il faut savoir que les CSE, c'est une nouvelle instance. Il a fallu que les équipes s'approprient le mécanisme de ce nouveau CSE. On a la période de Covid, donc on est là en train de construire et ce qui explique aussi le peu de retours qu'on a actuellement. Mais sur les expériences et les initiatives CFDT qu'on a récoltées, on a notamment une équipe qui a, puisque plusieurs membres du CSE avaient manifesté leur intérêt sur ce sujet-là, dans l'accord de fonctionnement du CSE, ils ont prévu, alors certes, il y a un référent qui est identifié, mais ils ont créé une commission harcèlement en y impliquant d'autres élus CSE qui étaient intéressés par le sujet. D'abord, ça répond, je pense que ça permet à éviter l'isolement et le côté free du référent CSE. Ça permet tout de suite d'amener une forme de groupe de travail avec une approche collective de la situation. Et ils impliquent, eux, ils ont un service de médecine autonome, médecine du travail autonome, et ils impliquent d'entrée de jeu dans cette commission harcèlement le médecin du travail qui a un rôle, à mon avis, prépondérant dans sur ces questions-là, et les infirmières, enfin tout le service médecine au travail. Donc il y a une approche comme ça qui n'est pas inintéressante, mais ça doit se cadrer et ça doit se prévoir avant. Il suffit pas de le dire, il faut le sécuriser dans des accords. Je pense qu'il y a des prérequis à mettre en place en amont pour permettre ces articulations. Alors avec effectivement la commission SSST quand elle existe, il y a effectivement des choses à construire selon la réalité de l'entreprise et la réalité de l'instance. Entendu. Merci, merci Sonia. Laetitia, il y a des questions qui concernent, vous avez parlé des bienveilleurs. Alors déjà, une première chose que je voulais préciser par rapport à Bosch, c'est que l'intérêt aussi, c'est que c'est une approche groupe.
au niveau de Bosch et qui se décline sur l'ensemble des sites avec une harmonisation totale sur les process. Et donc, il y a une ligne directrice groupe là-dessus. Laetitia, il y a 2 questions concernant le médiateur. Une première question, c'est est-ce que le médiateur peut être un représentant de proximité et est-ce qu'il est protégé par un accord de droit syndical s'il n'est pas élu? Laetitia? Oui, je suis là. Ouais, okay. Je vous avouerai que pour l'instant, ça n'a pas été discuté. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de vraiment très très nouveau. Personne encore n'est bienveilleur. Ça s'est un petit peu stoppé en 2020 avec le Covid et ça reprend là doucement en ce début d'année. Donc effectivement, c'est une question à se poser. Salariés protégés, représentants de proximité. Oui, c'est des questions qu'on aura à discuter effectivement avec la direction. Comme vous le dites, hein, c'est tout et tous. Il y a quand même une page blanche à écrire. Oui. C'est Sonia qui le précisait aussi. On est dans un contexte Covid avec une nouvelle instance et un nouveau rôle au sein d'une nouvelle instance. Donc, on tartine avec des couches de difficultés et aussi d'opportunités de découvrir de nouveaux rôles et de nouveaux positionnements pour une instance, etc. Mais en tout cas, ça s'écrit. Karine, oui. Ouais, moi je voulais juste revenir par rapport à ce que disait Sonia sur effectivement le fait d'embarquer aussi les membres du CSE. Donc moi je trouve effectivement intéressant de se dire que profitons du référent CSE pour faire en sorte qu'en termes de capacité à sensibiliser, capacité à aiguiller des personnes vers le référent CSE, les membres du CSE soient sensibilisés sur le sujet. Moi, je mettrais juste un bémol. En tout cas, je pense qu'il est important aussi de bien marquer les limites, c'est-à-dire que un référent CSE, il a un rôle particulier et pour moi, il ne doit pas y avoir trop de porosité par rapport aux membres du CSE. C'est-à-dire que quand un référent CSE est en charge d'un cas, en tout cas d'un signalement, pour moi, il y a toujours une très forte attention à porter au respect de la dignité des personnes, protection des personnes, confidentialité, etc. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un référent CSE est informé d'un cas que systématiquement et forcément tous les autres membres du CSE doivent en avoir connaissance. Je pense que la frontière confidentialité est très importante. En revanche, que les membres du CSE soient au courant in fine du nombre de cas traités d'une façon quantitative par l'organisation, combien de signalements ça a donné lieu à combien d'enquêtes, à combien de sanctions, etc. Ça, c'est important. Et moi, je pense que dans les procédures, les personnes en charge et les personnes auxquelles on confie un certain nombre de choses et qui sont tenues à une confidentialité renforcée, ça reste les référents CSE et qu'il ne doit pas y avoir d'informations déportées, en tout cas individuelles, sur des situations qui ne sont pas encore, on va dire, avérées, traitées, etc., pour éviter qu'il y ait trop de déperdition d'informations, qu'on mette en danger la réputation d'une personne. Voilà, parce qu'on sait que les dommages collatéraux à ces situations, quand c'est pas bien régulé et bien cadré, ça peut faire du mal, et aux individus mis en cause et aux collectifs de travail qui vont être amenés à prendre parti, etc. Donc, il faut rester vigilant là-desdessus pour moi. Et Sonia, comment on borde? Sonia? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut distinguer 2 types d'actions. On a ce qui est de l'ordre de l'accompagnement individuel, du repérage, et on a la démarche collective. C'est-à-dire que l'un allant, entre guillemets, avec l'autre, même si c'est pas traité de la même manière. Pour effectivement que dans l'entreprise, globalement, la parole se libère, que des actions de prévention puissent être mises en place, il faut effectivement, notamment le CSE, qu'il puisse avoir une prise de conscience sur ce qui se passe dans l'entreprise de manière globale et un état des lieux. Ça participe du diagnostic. Mais effectivement, le fait d'avoir connaissance, et je suis d'accord, effectivement, sous forme de bilan, peut-être trimestriel, annuel, par semestre, c'est effectivement pour dire ça existe. Voilà les circonstances dans lesquelles ça se produit, parce que est-ce que c'est quelqu'un de la hiérarchie, est-ce que c'est un collègue, etc. Enfin voilà, qu'ils aient une idée précise sur ce qui se passe pour pouvoir être force de proposition, pour pouvoir agir avec l'employeur. C'est effectivement dans ce sens-là que je posais l'articulation avec le collectif. Entendu. Sonia, sachez qu'on vous demande la trame du flash, de votre enquête flash. Ouais. Donc, la balle est dans votre camp. L'enquête flash, c'est 17 questions, 17 questions qui à la fois
doivent essayer de mettre en valeur quel climat il y a dans l'entreprise, les situations individuelles auxquelles les personnes auraient pu être confrontées ou témoins. Je ne sais pas si je peux, mais individuellement peut-être, si des personnes souhaitaient en savoir plus, vous pouvez donner mes coordonnées, Rodolphe, sans problème. Ok, ça marche. Merci. Sonia, vous avez parlé de l'expérience intéressante de l'entreprise dont certains représentantes sont dans la salle, où on a dans l'accord d'entreprise, on a identifié on va dire des suppléants, enfin des référents on a mis en place une commission, une originalité qu'on voit pas dans vos témoignages, mais que, enfin, moi, je me permets de rapporter, c'est aussi des CSE qui ont, dans les accords, sont donné les moyens de désigner deux référents CSE, un homme, une femme, c'est-à-dire pour permettre aux salariés de choisir, en fonction du sexe, et avec la personne avec laquelle ils se sentent les plus à l'aise pour pouvoir témoigner. Donc ça, on l'a pas vu, mais voilà, moi je me permets je sais que par exemple dans plusieurs CSE de la SNCF, ça a été négocié et obtenu. Alors oui, je veux bien réagir là-dessus. Effectivement, ça me paraît. Mais ça, c'est effectivement si les équipes de CSE sont bien formées et sensibilisées, elles vont repérer comme ça, ce qui facilite éventuellement le fait qu'on puisse s'adresser aux référents. La question d'avoir une équipe mixte, moi je la trouve très intéressante parce que on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, des femmes victimes de cette situation, un certain nombre d'entre elles préféreront peut-être ou se sentiront plus sécurisées d'aller s'adresser à une femme. Donc, le fait qu'il y ait le choix, le fait qu'il y ait cette mixité, à la fois symboliquement, c'est extrêmement important parce qu'en même temps, s'il n'y a que des femmes en référence CSE, je pense que le message n'est pas bon. Il faut aussi que ça ne reste pas une question portée uniquement par les femmes. C'est encore le cas. Donc, la mixité, c'est important. Donc, qu'il y ait un homme, c'est important symboliquement parce que ça veut dire le message que c'est la question de tous. Mais qu'il y ait une femme aussi, ça permet une petite souplesse, effectivement, pour que les personnes se sentent sécurisées de s'adresser à l'une ou l'autre. Et puis, peut-être un peu tabou, excuse-moi Laetitia, peut-être aussi être vigilant à ce que dans les catégories socio-professionnelles, s'il y a deux personnes, qu'il y ait cadre et non cadre, parce qu'on sait que dans les enjeux aussi, ça peut être un enjeu aussi pour des personnes. Voilà, donc cadre non cadre, c'est aussi quelque chose à avoir en tête, je pense, pour faciliter l'interpellation du référent. Le côté duo, a priori, il y en a pas mal. Dans la salle, il y a pas mal de personnes qui rebondissent en disant qu'ils ont des duos. Voilà. Ils ont négocié. Laetitia, excusez-moi. Juste, je voudrais rappeler quand même que le harcèlement, c'est pas que chez les femmes. C'est peut-être plus répandu chez les femmes, mais il y a aussi des hommes harcelés. Ah, tout à fait. Ouais. Et peut-être pour compléter, Laetitia, effectivement, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, je fais le parallèle, je suis en charge des luttes contre les discriminations, avec tout ce qui est lié aux discriminations liées aux orientations sexuelles. Et effectivement, on a à peu près les mêmes mécanismes. On retrouve sensiblement les mêmes mécanismes, les mêmes problèmes de représentation ou des fois, parfois de climat. On parle de climat sexiste, mais on pourrait aussi. Je pense qu'il faut aussi que les référents aient en tête que ces questions-là, le harcèlement de manière plus globale, il peut aussi se porter pour des salariés qui ont une orientation sexuelle spécifique. Et il faut avoir en tête, effectivement, d'accueillir aussi ces situations-là. Entendu. Merci, Sonia. Alors, vous allez garder la main, Sonia. On va passer sur la deuxième séquence. Alors, on a pris un peu de retard. Moi, je vous propose, on a encore près de 200 en ligne. Normalement, on va jusqu'à 10h15. Je vous propose, si tout le monde est OK, pour aller jusqu'à 10h30. Donc, on s'accorde un quart d'heure de plus. Et donc, comme ça nous laisse une demi-heure pour parler de l'enquête. Donc, Sonia, quand on préparait l'entretien, vous me disiez que l'enquête, suite à un signalement, l'enquête interne, paritaire, pour vous, le fond de sauce restait le même par rapport à celui d'une enquête de l'ancien CHSCT ou de la commission SSTT. C'était les mêmes déterminants. Disons qu'effectivement,
avec la nouvelle instance CSE, les élus peuvent être un peu déstabilisés et être en perte de repères, mais finalement, par rapport à ce qui existait au niveau du CHSCT, avec des enquêtes suite à des droits d'alerte, etc., il y avait cette notion-là de parité et d'un représentant de la direction et d'un représentant de l'instance pour conduire des enquêtes. Donc, les mécanismes, ils sont pas si différents que ça. À mon avis, ils sont transposables, même si on a une spécificité sur le sujet et sur les interlocuteurs. Mais cette question d'aborder une enquête en parité, c'est pas non plus nouveau dans les instances ou dans ce qu'ont pu vivre les équipes précédemment. Par contre, effectivement, mais tel que c'était le cas déjà avant, la manière dont les deux référents vont pouvoir conduire une enquête en toute objectivité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, demande à mon avis, mais comme c'était le cas aussi hier, à ce que chacun des référents, même si l'un est issu du collège salarié, l'autre est issu de la direction, puisse se mettre en méta, et dans son rôle et dans sa fonction de référent, et que dans sa fonction de référent, pour pouvoir conduire une enquête qui soit la plus objective possible et qui garantisse justement aux personnes qui sont ciblées par cette enquête-là, donc à la fois potentiellement la victime, mais aussi potentiellement les harceleurs, puissent être sécurisées sur la posture des deux référents qui conduisent l'enquête. Entendu. Parfait. Karine, il y a un moment, quand on préparait l'entretien, vous me disiez qu'il y a un moment, l'enquête interne, elle n'est pas jouable. Enfin, l'enquête interne, c'est compliqué comme exercice dans un contexte de harcèlement. C'est quoi les conditions qui font qu'une enquête interne devient plus possible et que l'entreprise est amenée à l'externaliser? Alors, sur les mécanismes d'enquête, je pense que c'est bien aussi de voir que enquête interne paritaire, comme le disait Sonia, c'est vrai que dans le cadre du droit d'alerte, le paritarisme, il est obligatoire. Quand on est dans la configuration actuelle, donc suite à un signalement, quand on n'est pas dans une enquête droit d'alerte, le paritarisme, il n'est pas obligatoire. Alors, il est conseillé, parce que effectivement, c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'on est dans un certain niveau d'impartialité, qu'on ne se laisse pas embarquer dans à charge ou à décharge. Et il est fortement conseillé aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jurisprudence qui mettent en exergue le fait que quand une enquête, elle est uniquement, on va dire, mise en place par des équipes de direction, voilà, on peut se poser une question de partialité. Il y a un dernier, il y a un jugement en première instance de décembre 2020 sur une agence de com qui s'appelle Hérésie, donc a été condamnée pour des faits d'harcèlement, mais par rapport aux dommages et intérêts et au calcul des dommages et intérêts, le fait que l'enquête a été jugée comme partiale et tardive, etc., ça a joué. Donc, voilà, c'était pour reboucler par rapport à Sonia. Le paritarisme est obligatoire dans le cadre du droit d'alerte. Dans les autres cas, dans les enquêtes non droit d'alerte, il est de plus en plus fortement conseillé parce que c'est un gage on va dire, d'impartialité. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Et le paritarisme, il peut jouer aussi bien au niveau de la mise en place du comité d'enquête que au niveau d'une réflexion sur des binômes d'enquêteurs paritaires, donc représentants des salariés et représentants de l'employeur. Alors, pour répondre à votre question sur sur quand est-ce que c'est pas possible, quand ça devient difficile de mener une enquête interne, même si elle est paritaire, moi je dirais, à l'aune de mon expérience, que ça devient difficile dès que vous avez une situation de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêt, ça peut être quoi? Ça peut être que la personne mise en cause, elle est issue de la DRH, voilà, où elle fait partie de l'équipe de la RH, qui est censée aussi contribuer à mener l'enquête. La personne mise en cause fait partie des représentants du personnel, délégués syndicaux, etc. Ou la personne mise en cause fait partie de la direction générale. En général, c'est des situations, et dès la réflexion et la mise en place de procédures, on le pointe. Il est décidé que, à partir du moment où vous avez une personne mise en cause dans le cadre de la RH, délégués syndicaux, représentants du personnel, direction générale, on peut dès le départ considérer que l'enquête sera externalisée. Donc ça peut se faire, et vous avez d'autres possibilités, mais ça concerne plutôt les gros groupes. Vous savez, dans certains grands groupes, et en particulier les groupes américains, dans les grosses agences de com et tout, ils ont des mécanismes qu'ils appellent de délocalisation. Ça veut dire qu'ils ont des systèmes
de traitement des alertes et des signalements qui sont directement déportés au niveau du siège à l'international. Donc en fait, quand vous avez une situation un peu compliquée, un peu voilà, difficile en interne, ces mécanismes-là font en sorte que comme c'est géré par Houston ou je sais pas trop qui, en fait, les gens se connaissent pas. Et donc, on peut décider de délocaliser en utilisant ces systèmes-là, mais ça n'existe pas partout. Voilà. Entendu. Parfait. Et qu'est-ce qui va garantir, que dès lors qu'on va externaliser l'enquête, qu'est-ce qui va garantir votre indépendance, vous, en tant que tiers intervenant? En tiers, alors c'est déjà le fait qu'on soit des professionnels extérieurs et neutres, voilà, soumis aussi au secret professionnel, et qu'on soit en capacité de dérouler des méthodologies d'enquête qui laissent une place importante au contradictoire, voilà. Et ça, Christophe, il pourra intervenir là-dessus. Il est particulièrement bien. Voilà, je te laisse prendre la suite. Donc sur ce qui garantit en fait notre professionnalisme et notre indépendance en termes d'enquête. Oui, et juste avant ça, parce que en fait ma caméra s'est coupée. Je voulais juste rajouter un point sur les situations pour lesquelles finalement l'enquête n'est pas possible. Il y a un point qui est à évoquer et qui devient alors malheureusement de plus en plus prégnant, et on le voit, on l'a vu récemment, c'est lorsqu'on déborde de la sphère délictuelle, le harcèlement au travail ou la violence sexiste ou l'agression sexuelle, c'est du délit, donc ça relève de la chambre correctionnelle. Mais il n'est pas impossible que dans certaines situations, et malheureusement on en rencontre souvent, et là je remets ma casquette d'expert judiciaire, on bascule de l'autre côté du cheval et on arrive sur la sphère criminelle. Quand dans une enquête, dans une situation qui se voulait purement descriptive, on aborde le fait que finalement l'attouchement devient très intrusif et qu'il s'assimile à quelque chose qui ressemble à du viol, là, on s'arrête. Là, on s'arrête et on laisse la main à celui qui est capable de le faire, c'est-à-dire le procureur de la République. Et il faut savoir que dans toutes ces enquêtes, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, on s'arrête au moment où on entend qu'il y a une dimension criminelle qui est évoquée. Alors certes, ce n'est pas tous les jours, et grand Dieu merci, mais néanmoins, et là avec Karine, ces derniers mois nous ont fait toucher du doigt des situations extrêmement compliquées, où finalement, dans quelque chose qui relevait de la simple agression sexuelle, finalement, n'en était pas, mais qu'on basculait dans la sphère obscure. Donc ça, c'était vraiment pour montrer qu'on a une limite sur laquelle on ne va pas, c'est quand on est sur la sphère criminelle. Et là, pour le coup, on laisse la main au procureur de la République et on invite fortement l'entreprise à déposer plainte, ce qui est son obligation, même si certaines l'oublient de temps en temps. Après, pour ce qui est de l'enquête en soi, l'enquête, quand on est dans le cadre où manifestement on peut intervenir, on a des éléments qui sont importants à avoir en tête et qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense que Sonia, c'était ça qu'elle évoquait quand elle disait qu'il faut qu'elle se distingue potentiellement des enquêtes classiques. C'est qu'on a nécessité d'être dans une approche qui est basée sur le contradictoire. Un bon vieux concept légal qu'on retrouve régulièrement, qui est que, bien évidemment, c'est pas parce qu'on a, et j'ai entendu des terminologies tout à l'heure qui n'étaient pas celles que moi j'aurais adoptées, hein, on ne parle pas de victime, on ne parle pas de harceleur, on va parler de plaignant, on va parler éventuellement de victimes potentielles, on va parler de mise en cause, de personnes mises en cause, mais pas de harceleurs, même de harceleurs potentiels, on l'utilisera pas. Cette sémantique, elle est pas anodine, elle est lourde de conséquences parce qu'elle est étiquetante et qu'il ne faut pas, dans le cadre d'une enquête, si on veut être indépendant, être étiquetant. Donc la question de cette nécessité à véritablement être capable d'entendre les deux points de vue dans un esprit contradictoire et en totale indépendance, il est fondamental. Si on ne se sent pas capable d'assumer cette posture, il faut mieux faire autre chose. Il faut faire autre chose. Il y a d'autres modes d'investissement dans l'entreprise qui sont intéressants, mais ça, c'est fondamental. Après, dans la posture d'analyse et de compréhension des propos,
il y a deux concepts qui sont importants à avoir en tête et à garder. C'est celui de la conception du consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement? Comment est-ce que je peux analyser un consentement dans une situation de travail, sachant qu'on est quand même dans une situation hiérarchique? Et deuxième concept qui est important à avoir en tête dans toute la démarche d'enquête, c'est celle du discernement. Est-ce que je discerne complètement la situation de difficulté dans laquelle se trouve la personne qui est face à moi? Que ce soit le mise en cause, ou bien, parce qu'il peut être, on peut rencontrer, et c'est assez fréquent de rencontrer des mises en cause pressurisées dans une organisation de travail potentiellement sclérosante, qui lui met une difficulté telle que lui-même, ne sachant pas comment la gérer, va la retransmettre sur ses collaborateurs et devenir, par effet, comme le dit la loi, un harceleur. Et c'est important d'avoir cette analyse et de bien comprendre avec subtilité. Et c'est vrai que cette subtilité, elle est compliquée à développer. Et c'est pour ça qu'il faut former les personnes pour qu'ils soient le plus à l'aise dans ces situations qui sont humainement impliquantes. Il y a une question qui est posée sur la notion de signalement croisé, c'est-à-dire qu'il y a un signalement qui concerne un potentiel situation de harcèlement, et en retour, la personne visée va répliquer en disant que lui-même ou elle-même se sent harcelé. Signalement croisé, comment ça se gère, ça, cette situation-là? Comme dans toutes les enquêtes qu'on peut être amené à faire, même quand on regarde des enquêtes d'investigation plus judiciaires, c'est-à-dire qu'il va falloir baser les éléments sur des faits tangibles. Et malheureusement, et c'est ça la difficulté, c'est que les faits tangibles en matière d'entreprise, en matière d'organisation de travail, elles vont être de trois natures. La première, ce sera les mails, ce sera les SMS, tous les écrits qui vont pouvoir caractériser quelque chose qui va être de l'ordre de l'agression, de l'agressivité ou de tous les éléments qui relèvent du harcèlement ou de l'agression au travail. Et le troisième, c'est le témoignage. Il faut arriver à obtenir, et c'est pour ça qu'il faut être subtil, des éléments suffisamment probants pour pouvoir mettre en évidence qu'il y a l'une des deux parties qui a une vision tronquée de la réalité. Alors là où il y a difficulté, c'est que, et quelqu'un tout à l'heure l'a évoqué, c'est que parfois on peut être dans une situation grise. C'est-à-dire qu'on a une évolution culturelle qui va faire qu'on ne se rend pas compte qu'on a marché de l'autre côté de la ligne rouge. Et je vous donne juste un exemple, une petite mission que j'ai été amené à faire dans le nord de la France, où les collaborateurs avaient pris l'habitude, historiquement, de s'appeler par des surnoms. C'était naturel. On est à Calais, dans une belle entreprise de Calais, et on s'appelle tous par des surnoms, avec des surnoms rigolos. On va l'appeler Bouboule, on va l'appeler le chevelu, on va l'appeler. Et en soi, ça fait des dizaines d'années que les gens se parlent comme ça, et finalement, ça a un côté convivial, appréciable, voire même amical. Et on sort le soir et on va boire un coup après l'entreprise dans un bar, à l'époque où ils étaient encore ouverts, et finalement, ça se passait bien. Jusqu'au jour où on a un jeune qui arrive, qui n'est pas de cette culture-là, qui est dans quelque chose d'un peu plus classique, j'allais dire, et qui, quand on lui appelle Bouboule, manifestement, il trouve que c'est absolument pas drôle, que ça le met en difficulté, et que quand c'est répété, il considère ça que il considère cet agissement comme du harcèlement. Et dans les deux cas de figure, on peut l'entendre. On peut entendre que c'est pas forcément malveillant, mais on peut entendre que c'est manifestement, et là, si je me cale sur les textes légaux, on est sur du harcèlement. On est sur du harcèlement réel. Donc, il faut bien évidemment, dans ces situations, apprendre que culturellement, on a aussi une société qui évolue et qu'il va falloir aussi s'adapter. Et ça va nécessiter des explications, de l'information et derrière des changements comportementaux. Alors ça, c'est un exemple assez classique et assez basique. J'en ai eu malheureusement des plus dramatiques où dans une mairie du centre de la France, les gens se donnaient des petits coups sur les épaules, parfois sur les fesses. Et oui, on se donnait un coup sur les fesses. Mais c'est tous les bienveillants, là aussi. Sauf qu'arrive à un moment, le coup sur les fesses, ça s'appelle une main aux fesses. Et ça s'appelle une agression sexuelle. Et il faut quand même, à un moment, revenir par rapport à ce qu'est la réalité. Et ça renvoie à cette évolution culturelle qu'il faut prendre en considération. Sonia ? Oui, je voulais réagir à ce que disait Christophe et à la manière de nommer. Alors, effectivement, dans le cadre de l'enquête, je le rejoins sur être attentif à la manière dont on nomme les uns et les autres. Par contre, pour le référent CSE,
il me semble important, et en tous les cas, c'est nous ce qu'on porte, reconnaître potentiellement un statut de victime, c'est essentiel. Parce que si le référent CSE, il est dans un jugement, il met en doute, etc., il ne s'agit pas d'alimenter, hein, et il faut rester le plus objectif possible, mais il faut l'accueillir, cette parole-là. Et de parler de potentielles victimes, quand on s'adresse au référent CSE, ça nous semble important quand même, parce que il faut savoir qu'il y a des personnes effectivement qui ont intégré, et je rejoins ce que dit Christophe sur la situation là qu'il évoquait d'espèces de culture d'entreprise, etc., qui ont tellement bien intégré que potentiellement dans la qualification on peut parler de harcèlement, mais que ça passe comme étant acceptable, etc., etc. Donc faut être très 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 attentif quand même à tout ça et se garder de bien différencier de son propre jugement, de son propre sens moral et pouvoir effectivement aussi appeler un chat et pas être aussi dans le déni. Entendu. Christophe, vous parliez l'anecdote, l'illustration dont vous parliez d'une entreprise assez tactile, on va dire. Dans quelle mesure un agissement sexiste, ça peut se traduire par clairement une déclaration d'accident du travail pour bien marquer le coup et engager le process? Dès qu'un fait a altéré la santé mentale d'une personne sur le lieu de travail, c'est un accident de travail. Donc, quelqu'un qui se fait mettre une main aux fesses sur son lieu de travail et que ça déclenche un retentissement psychologique significatif, parfois nécessitant des ITT, bien évidemment, la question de l'accident de travail, elle est posée. Et puis, très honnêtement, après se posera la question des normes de la C2RMP qui va calibrer si ça rentre dans les textes ou pas. Mais manifestement, en soi, il y a une réalité. Le problème de la santé mentale, en fait, en termes d'accident de travail ou de maladie professionnelle, on sait que c'est quand même compliqué aujourd'hui. On a des textes on a des tableaux qui nous inscrivent pas beaucoup de maladies mentales en maladie pro. Et derrière, il faut passer par la reconnaissance de la C2RMP qui a des seuils de 25% en matière d'incapacité qui rend la reconnaissance difficile, malheureusement difficile. Mais en tout état de cause, très clairement, on est sur quelque chose dont l'origine est le lieu de travail et qui peut entraîner un retentissement psychologique très significatif. Là, je le fais en expertise, quasiment pas tous les jours, mais au moins tous les mois. On voit des personnes qui sont en retentissement psychologique majeur avec des ITT de plus de 8 jours. Plus de 8 jours veut dire délictuel. D'accord. Et donc ça un signal fort pour l'employeur quand même. Pour moi, c'est majeur. Et effectivement, il faudrait arriver un jour à faire bouger un peu les lignes parce qu'on est face à des situations où on fait porter à la collectivité publique le coût d'un dysfonctionnement qui est porté par l'entreprise, qui devrait être porté par l'entreprise. Donc, oui, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on a une sous-représentation de la reconnaissance des accidents du travail sous l'axe de la maladie mentale ou de la santé mentale. Il y a plusieurs questions qui concernent Laetitia. Laetitia, votre intervention, notamment il y a notamment une qui dit voilà, il y a une référente dans notre entreprise, on est 15 000 salariés, multisites, etc. Quelle est vraiment son empreinte et sa capacité à absorber le flux potentiel des remontées. On a parlé donc il y a les référents. Chez Bosch, vous êtes en train de mettre en place un réseau de bienveilleurs et de médiateurs, en amont plutôt, et vous avez également c'est Karine, je crois, on a parlé, oui Karine, vous avez une ligne éthique corporate monde de Bosch où un SVP où les salariés sont susceptibles de pouvoir appeler, et là c'est corporate et c'est également avec des moyens propres. Comment ça s'articule ça, Laetitia ? Alors, ce dispositif d'alerte, il est en général réservé pour les crimes, les délits, les violations graves. Mais effectivement, un salarié qui se sent harcelé peut très bien contacter cette ligne. Mais ça reste anonyme.
Donc, cette personne qui répondra à cet appel devra orienter la personne et l'informer et lui expliquer qu'à un moment donné, il faudra plus que ce soit anonyme, parce que tant que c'est anonyme, il n'y a aucune possibilité de faire quelque chose au sein de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, le compliant officer, comme on l'appelle chez nous, devra orienter cette personne, lui expliquer, l'informer de tous les moyens qu'elle a à sa disposition pour pouvoir ne plus rester anonyme et signaler ce fait de harcèlement. Parce qu'à un moment, je pense que de toute façon, si on veut aider la personne, il n'y a pas d'autre moyen que de le signaler officiellement. Si elle reste anonyme, on pourra l'écouter, certes, peut-être l'orienter vers des moyens externes, ce qui est aussi possible, hein, si vraiment c'est pas possible. Parfois, ça peut, comme vous disiez, impliquer quelqu'un de la direction ou un manager, un directeur, et dans ce cas-là, la personne ne veut absolument pas que ce soit officiel et que ce soit dit dans l'entreprise. Donc après, c'est le rôle de cette personne de l'orienter. Entendu. Mais c'est un premier signalement, effectivement, un autre canal. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise française, dont le siège est international et le siège aux États-Unis, et ce sont les élus qui ont activé la ligne d'alerte éthique, parce qu'ils savent très bien qu'aux États-Unis, par rapport à des affaires de harcèlement, ça ne transige pas, et que l'alerte qui va remonter à la corp, les moyens d'enquête qui vont être mis en place vont être autrement plus importants, et ça, quand ça redescend, ça peut potentiellement taper assez dur, et les élus, c'est le choix des élus de faire remonter par ce biais-là, par la ligne éthique. Donc voilà. Alors, juste en cas de vraiment d'alerte grave, je veux dire, par exemple, vraiment un délit grave, dans ce cas-là, ces faits sont reportés au DRH France, quand même. D'accord. Au cas de vraiment quelque chose Mais sinon, effectivement, normal, c'est anonyme, donc l'anonymat doit être respecté, et c'est le principe de ce système. J'en profite, dans le guide d'enquête que vous faites et dans le guide de sensibilisation, vous apportez une part importante à la notion du témoin. C'est-à-dire en indiquant clairement qu'un salarié qui est témoin d'un fait de harcèlement, il est dans l'obligation de signaler. Il a une responsabilité qui lui incombe. Donc ça, vous insistez clairement là dans la sensibilisation que vous faites dans vos guides. Bah oui, finalement tout le monde est responsable, et si on est témoin d'un harcèlement, donc le harcèlement c'est quelque chose de répété, donc c'est aussi à nous salariés, quel qu'il soit, d'aller alerter. Après, une enquête peut être organisée, mais oui, je pense que effectivement tout le monde est responsable dans l'entreprise. Il n'y a pas que les référents, il n'y a pas que la direction. C'est trop facile de fermer les yeux sur des actes qu'on peut voir tous les jours. Donc oui, c'est pour moi la sensibilisation de tous les salariés, elle est très importante. Il y avait une petite question qui vous concernait, Laetitia, c'est quand vous avez dit le risque était pointé par quelqu'un de dire attention à ce que le fait que on circonscrive le rôle du référent CSE à la prévention et délimiter le rôle du référent direction à le signalement et le traitement de l'enquête. Vous voyez la dichotomie qu'il pourrait y avoir et qui serait dangereuse pour ça. Non. Pour moi, c'est pas que de la prévention ce que fait le référent, mais en tout cas, il n'aura pas de moyen d'action. C'est-à-dire que on va aller jusqu'à une enquête, on va. Mais après, c'est pas le référent qui va décider de l'issue de cette enquête. Une fois que cette enquête elle est réalisée, c'est à la direction de prendre les mesures nécessaires et de conclure. Nous, on va apporter les faits, on va essayer d'être le plus objectif possible et le plus neutre. Juste d'analyser les faits et les témoins et tous les témoignages qu'on aura pu recueillir. Mais effectivement, notre rôle s'arrête là. On ne peut pas après proposer des sanctions ou des choses comme ça. C'est pas à nous de faire ça. Entendu. Ok. Entendu. Merci. Écoutez, on va faire un petit tour
de fin de session. Il y avait une question peut-être en liminaire, peut-être pour balayer large. Il y avait une question qui concernait dans quelle mesure vous voyez le lien entre le télétravail contraint dans lequel on est actuellement et peut-être des nouvelles situations de harcèlement qui pourraient se traduire sur les réseaux des entreprises. Est-ce que vous voyez des choses de cet ordre-là, Sonia, Laetitia? Oui. Ouais. Oui, clairement. Oui, le télétravail isole, quoi qu'on en dise, les salariés. Et ce sentiment d'isolement, il peut être accentué par des attitudes de certains managers. Donc, moi, je suis assez vigilante sur ce genre de choses et il est important de garder du lien et c'est d'autant plus difficile dans cette période. Donc, effectivement, moi, j'ai déjà eu des gens qui se sentent vraiment isolés et écartés de la vie de l'entreprise. En plus d'être en télétravail, c'est encore plus facile d'isoler les gens et de plus les impliquer dans certaines activités. Donc oui, pour moi, le télétravail il peut accentuer ce genre de... C'est un risque d'exposition à des faits de harcèlement ou du harcèlement caractérisé pour vous là Pour moi, isoler quelqu'un, la mettre au placard, c'est du harcèlement. Hein. D'accord, oui. Ok, le côté isolé. Ok, oui, entendu. Entendu, oui, tout à fait. Sonia, oui. Oui, je suis d'accord avec Laetitia. C'est vrai que le plus grand risque qu'on a sur ces questions-là, c'est la question de l'isolement des salariés. Donc forcément, le télétravail ne peut que éventuellement alimenter. Je voulais juste préciser que la question du harcèlement, il n'est pas forcément de nature répétée, hein, mais c'est toute forme de pression grave, même non répétée, pour pouvoir obtenir un acte de nature sexuelle. Hein, pour que ça soit clair, je réagissais par rapport à ce qui avait été dit préalablement. Mais et puis je voulais réagir aussi sur la question des grands groupes et des grandes tailles d'entreprises pour pouvoir prendre en charge effectivement ou la procédure de signalement. Ce qui me paraît assez essentiel, c'est qu'au préalable, les référents, que ce soit direction ou CSE, puissent être connus de chaque salarié. Donc, les modalités de communication et de mise en visibilité de ces référents, et notamment avec l'enjeu du télétravail, il va falloir effectivement que dans chaque entreprise, il y ait des process pour qu'on s'assure que chaque salarié ait connaissance de ces fonctions-là, de la manière de les alerter, y compris quand ils sont isolés ou qui sont sur des lieux de travail qui sont assez éloignés. Donc, il y a un enjeu de communication et de mise en visibilité de ces référents qui est essentiel pour éviter les situations qu'on évoquait précédemment. Petite question, Sonia, très rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes et pour laisser Christophe et Karine conclure. La situation, j'ai le cas qui remonte, moi, qu'on va traiter sur Miroir Social, de salariés d'un CSE qui sonnent l'alerte en disant on est harcelé par nos élus et la direction qui se met en retrait en disant mais nous, on n'est pas employeur, là, pour le coup. Dans quelle mesure vous êtes qui est en responsabilité là-dessus? Alors, moi, je dirais qu'il y a des responsabilités croisées. J'ai déjà eu la situation, si le CSE, par exemple, était majoritairement CFDT et ça nous est arrivé avec la situation soit mise en lumière, nous, on aurait une responsabilité en tant qu'organisation syndicale, effectivement, d'aller voir ce qui se passe et de réguler et d'agir si nécessaire. Après, je pense pas que l'employeur puisse complètement s'extraire en termes de responsabilité de cette situation-là au motif que ça se passe entre élus et pour le coup, là, on n'est plus employeur. Je pense que l'employeur, y compris, on pourrait imaginer que les élus en question puissent se saisir le référent direction, puisqu'on serait dans une certaine forme de situation de conflit d'intérêt qu'évoquait Karine tout à l'heure, et le référent direction, là en l'occurrence, pourrait être saisi dans ce type de situation. Mais chacun doit prendre ses responsabilités quand ça se passe. Entendu. Merci à vous, toutes les deux, Laetitia et Sonia. Karine et Christophe, je vous laisse le mot de conclusion, synthèse, comme vous voulez. Allez, je commence, je fais ça très rapidement, puis Karine complétera et donnera le mot de la fin. Mais moi, je pense que dans les échanges qu'on a pu avoir, moi j'ai retenu finalement 3 points majeurs qui sont à garder en tête. Le premier, c'est que toute action n'a de sens que si elle est portée sur un plan politique et qu'il y a un vrai engagement et pas de la cosmétique
de la part de l'employeur. Donc ça, c'est un point fondamental. C'est pas, je le fais parce que la loi me l'impose et parce que c'est finalement bien de le faire. Je cocherai la case du RSE ou de je ne sais quel élément qui donnerait une image un peu plus positive de moi. Donc, j'ai une vraie volonté de faire changer les choses. Je pense que si on n'est pas là-dessus, à mon avis, on ne servira à pas grand-chose. Deuxième élément, c'est que si on n'a pas une procédure claire et homogène et connue de tous, qui intègre le règlement intérieur, qui soit structuré et qui permette de garantir l'impartialité, à mon avis, on aura du mal à faire avancer le schmilblick. Et le troisième élément, qui est finalement un peu de la conséquence, c'est la question du respect des personnes. C'est que bien évidemment, dans ces situations délicates, il faut être extrêmement précautionneux des personnes, à la fois des personnes mises en cause, mais aussi des personnes plaignantes, parce que quelle que soit la situation, il y a quelque part une espèce de souffrance qui se caractérise par du harcèlement ou par un élément délictuel peut-être, ou par autre chose, mais en tout cas, quand il y a une démarche qui est lancée, il y a manifestement une souffrance qu'il faut savoir entendre et savoir traiter à la juste mesure, de manière à ne pas faire plus de dégâts que la situation en elle-même. Voilà, c'est les 3 points qui, moi, me reviennent à l'esprit à la suite de cet échange. Merci Christophe. Karine? Écoutez, oui, effectivement, très très belle conclusion de Christophe. Moi, je rajouterais juste que on a parlé de libération de la parole, donc on s'est rendu compte ensemble qu'il y avait encore du travail. On réfléchit ensemble sur comment bien traiter une situation, etc. On se rend compte qu'il y a quand même du travail. Moi, je dirais qu'il y a un point sur lequel, a priori, on s'intéresse pas beaucoup au sein des entreprises, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que tout ça est terminé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois que, suite à l'enquête, on a pris une décision, une sanction, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi commencer à anticiper la notion de réparation. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça est fini, comment on répare le collectif, comment on répare effectivement la victime présumée, le mis en cause ou la mise en cause, etc. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté parce que traiter une situation, faire cesser, sanctionner, c'est fondamental. Hein, mais après, voilà, après cela, tout cela recommence. Hein, donc, on recommence, on est dans le même collectif de travail et tout, et comment on s'assure que les plaies sont pensées et qu'on peut redémarrer une collaboration efficace et sereine tous ensemble. Donc ça, je pense que c'est un pan à investiguer aussi et à ne pas oublier dans les procédures de traitement. Entendu. Merci Karine. Merci donc à Équilibre et à Stimulus d'avoir porté cette matinée. Merci à Sonia et Laetitia d'avoir témoigné sur vos approches et vos actions et vos partages. Donc, compte rendu à suivre sur Miroir Social. On vous demande vos coordonnées respectives. Donc, ça sera dans le compte rendu, avec les questions, etc. Parce que mes excuses, mais on n'a pas posé toutes les questions. Je n'ai pas posé toutes les questions. Et donc, dans le compte rendu, on essaiera de faire quelque chose pour mettre ça un peu en d'équerre. Et donc, merci à tout le monde pour votre participation active sur le chat et les questions. Et prochain webinaire de Miroir Social, mardi prochain, sur un tout autre sujet, mais bon, quand même assez convergent. Hein. C'est de dire comment on dépasse les étiquettes syndicales respectives pour essayer de jouer au maximum collectif au niveau du CSE, histoire de perdre moins d'énergie en ligne, parce que les ressources sont limitées, donc autant peut-être travailler en bonne intelligence quand c'est possible, c'est pas plus mal. Et pour la légitimité de l'instance, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, mardi prochain, en live sur Miroir Social et d'autres à suivre. Donc compte rendu à suivre la semaine prochaine. Et donc merci à vous tous et bonne journée. Et, merci à vous. Merci, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.